Alors, Catherine Marie est sociologue du centre Maurice Holbach et également au CNRS. Donc vous allez évoquer le plafond de verre dans le monde académique. Voilà, absolument. Nous vous écoutons. Merci beaucoup. Alors, je me proposais, donc bonjour à vous tous et toutes surtout. J'ai donc pas mal travaillé sur la question du plafond de verre en général dans le monde du travail industriel, de la grande industrie, sur les cadres, mais aussi depuis une dizaine d'années dans le monde académique, dans des institutions de recherche, le CNRS. Mais je ne présenterai pas seulement mes enquêtes, je présenterai aussi des enquêtes qui ont été menées à l'école des hautes études en sciences sociales et à l'université. Avant de rentrer dans le vif des enquêtes, je souhaitais vous faire une brève histoire de la question femmes dans les professions supérieures, pour vous dire que si aujourd'hui elle semble s'imposer, ça n'a pas été le cas longtemps, dans notre domaine de la sociologie, en particulier dans le mien, qui est la sociologie du travail et des professions. Alors je veux aussi revenir un peu sur la définition de qu'est-ce qu'on entend par plafond de verre, parce que c'est une expression, une métaphore qui s'est imposée. Je voulais dire qu'elle avait été introduite pour la première fois aux États-Unis dans un article, c'est pas donc le milieu académique qui l'a introduite, c'est un article du Wall Street Journal en 86. Et donc la définition, c'était barrière si subtile qu'elle est transparente et pourtant si forte qu'elle empêche les femmes et les minorités d'accéder à la hiérarchie managériale alors même qu'ils en auraient la qualification nécessaire. Donc déjà, vous voyez que dans la définition américaine, on met les femmes avec la question aussi des minorités ethniques qui, elles aussi, se heurtent à qualification et à diplôme égal à des problèmes d'inégalité de carrière. Donc cette métaphore a été reprise par des économistes et des gestionnaires américains. En revanche, en sociologie, il a fallu très longtemps pour qu'on commence à s'intéresser à la question du travail des femmes. Les pères fondateurs, parce que ce sont des pères, hein, ce sont des hommes qui étaient les grands fondateurs de la sociologie du travail et de la sociologie en général, donc George Friedman et Pierre Naville qui avaient écrit un traité de sociologie du travail. Dans ce traité, il y avait beaucoup d'entrées, mais il n'y avait aucune entrée sur les femmes et à peu près aucun article, sauf un de Madeleine Gilbert, qui était une des premières à faire sa thèse donc en 66 sur le travail des femmes. Puis ensuite, des ouvrières. Donc la première figure de femme au travail, ça a été celle de l'ouvrière en sociologie du travail. Et ensuite, il y a eu les travaux de Daniel Kergoat, dans les années 80, qui a fondé avec Elena Hirata un vrai laboratoire autour de ces questions au CNRS. Et donc, les travaux se sont un peu développés. Mais sur les femmes cadres, il a fallu du temps, parce que peut-être aussi, il y avait un héritage marxiste en sociologie du travail qui faisait qu'on s'intéressait surtout aux classes populaires, aux ouvriers, et très peu aux femmes dominantes. Donc, il a fallu, en fait, la première en France... en sociologie du travail qui s'est intéressé vraiment à ces questions, c'est Jacqueline Laufer qui est ici et qui continue toujours d'ailleurs à s'intéresser à ces questions et qui en plus a été, il faut dire, elle avait fait sa thèse aux États-Unis, je pense que ça a peut-être compté dans cet intérêt pour ces questions, et elle est aussi une des premières à observer la question des femmes au travail en entrant dans les entreprises et en regardant l'organisation du travail, comment, et pas simplement en regardant simplement les trajectoires des femmes. Ensuite, deuxième élément qui a fait décoller la question des femmes dans les professions supérieures, c'est la découverte du succès scolaire des filles. Voilà. Donc dans les années 90, bien après d'ailleurs que dans les faits, elles avaient dépassé les garçons à l'école, parce que c'est beaucoup plus ancien, le fait que les filles soient meilleures que les garçons à l'école. Dans les années 90, donc Baudelot et Stabler ont écrit un petit livre, Allez les filles, qui a fait du bruit parce qu'ils étaient les premiers à dire les filles sont devant les garçons à l'école. Donc c'était enfin un domaine où les filles étaient les premières, puisque sur le marché du travail, elles ne le sont toujours pas dans aucun domaine. Donc là, elles étaient les premières, et donc de fait, cet essor des scolarités féminines a permis l'entrée des femmes dans les professions supérieures, parce qu'avant d'avoir le plafond de verre, il faut déjà qu'elles y entrent. Et tant qu'elles n'avaient pas les diplômes pour devenir avocat, devenir médecin, devenir prof de l'université, ce qu'elles n'ont obtenu que tardivement, on ne pouvait même pas parler, il y avait une sorte, pas de plafond de verre, mais d'entrée dans la profession qui était bloquée. Et là, à partir de ce moment-là, donc des années 90, tous les travaux se développent dans l'ensemble des professions. Et paradoxalement, le milieu universitaire et le milieu académique ont été plutôt étudiés que dans les années 2000. Ils ont résisté un peu à ces analyses parce qu'on pensait, peut-être naïvement, que comme c'était un milieu où les valeurs du mérite, de l'excellence scientifique, de l'universalisme étaient dominantes, il devait y avoir moins de discrimination qu'ailleurs à l'encontre des femmes. Or, on s'aperçoit que ce n'est pas le cas, que les mécanismes sont extrêmement proches de ceux qu'on observe dans le secteur privé, où c'est de la cooptation et où il n'y a pas que ces fameux concours. Voilà, alors depuis les années 2000 aussi, on a donc un envol du genre, c'est-à-dire le concept de genre ou de gender
qui vient du terme anglo-saxon, c'est développé partout, dans les institutions européennes, dans les revues, dans les réseaux. Bon, aujourd'hui, on a parlé du MAGE, Marché du Travail et Genre, le GIS, groupe qui a été créé aussi, Paul GIS Genre, etc., du CNRS. Bref, ça se développe partout. Et, et dans les recherches, on s'aperçoit que si la plupart des travaux mettent l'accent sur les rapports hiérarchisés, antagoniques entre hommes et femmes, enfin les inégalités hiérarchisées basées sur ces soi-disant différences naturelles entre hommes et femmes, certains travaux montrent aussi comment le genre peut être une ressource pour certaines femmes. Donc on a dit ce matin que c'était quelquefois pas un handicap ni un avantage, mais quelquefois certaines peuvent en jouer, même si c'est une ressource fragile et précaire. Il y a des travaux qui montrent que certaines femmes peuvent en jouer pour leur carrière. Voilà. Alors maintenant, ensuite, quand je vous disais que ça s'est développé aussi le genre, il y a aussi un succès et progression très forte de la métaphore du plafond de verre, donc qui a fleuri et qui s'est imposée dans beaucoup de domaines. Et qui voulait exprimer, la plupart du temps, c'est des métaphores qui évoquent la résistance des matériaux, qui parlent d'architecture ou de bâtiment. C'est pas toujours très élégant. Alors on parle donc de plafond de fer dans les universités. C'est un travail suisse. Moi, j'ai parlé de ciel de plomb pour les ingénieurs parce que je trouve qu'aujourd'hui, on peut pas parler du verre transparent, mais on voit les inégalités, elles sont très visibles. Donc c'est plutôt du plomb que du verre. Plafond de vitrail pour les professions religieuses. Une étude très intéressante sur. C'est quand même l'Église catholique qui résiste le plus à l'entrée des femmes. Aujourd'hui, on peut pas dire que c'est le seul domaine où on n'a toujours pas de femmes prêtres, et évêques et papes. Après, il y a des métaphores, mais il y a un travail très intéressant là, de Béatrice de Gasquet sur les professions religieuses. Et puis, il y a d'autres métaphores que je trouve nettement moins poétiques, style plancher collant, tuyau percé, porte, qui sont pas... mais enfin, qui évoquent tous ces mécanismes de résistance, de départ, d'exit, etc., des femmes de la carrière. Alors maintenant, les principales approches, j'irai un peu vite, parce que je... C'est traduite. Hein, donc. Ah bon, donc j'essaie de parler pas trop vite. Bon. Donc je voulais aussi distinguer maintenant les deux grandes principales approches sociologiques de cette question. Alors il y a une première grande approche qui entre par la socialisation, c'est-à-dire par les femmes elles-mêmes, et la façon dont elles se comportent vis-à-vis du travail et de la carrière, et qui est très liée à la façon dont elles sont éduquées, socialisées dans leur famille, à l'école, par la société, qui leur apprend très tôt qu'elles ne doivent pas sacrifier leur carrière leur rôle de mère et d'épouse sur l'autel de la carrière. Voilà. Donc même si aujourd'hui on admet qu'elles doivent faire des études supérieures poussées, même si on admet qu'elles doivent travailler, malgré tout, plus que les hommes, on leur apprend aussi qu'elles doivent être des mères et des épouses. Et donc, comme dans la société, c'est encore à elles qu'on attribue le rôle principal de soins aux enfants et aux autrui, aux autres, la famille généralisée, elles ont tendance à limiter leurs ambitions professionnelles pour accepter ce double rôle. Et pour les hommes, au contraire, les travaux montrent que ça c'est important aussi de regarder du côté des hommes, c'est-à-dire quels que soient de toute façon les efforts que font les femmes et leur ambition et le fait qu'elles n'aient pas d'enfants ou pas du tout pour faire carrière, chez les hommes au contraire, paternité et carrière font bon ménage, c'est-à-dire que quand ils ont beaucoup d'enfants, ils ont en général une femme dévouée à leur carrière, donc on s'aperçoit que ceux qui atteignent les plus hautes positions sont en général les hommes qui ont le plus d'enfants. Voilà. C'est-à-dire que j'ai fait ça sur les polytechniciens. Les polytechniciens célibataires font des carrières de femmes. Ils sont très très peu nombreux, je vous rassure. Ils sont 1 ou 2%. C'est très difficile de les trouver à 40 ans et plus. Mais les femmes, en revanche, ceux qui font très grande carrière ont 5, 6, 7 enfants avec une femme au foyer. Voilà. Et ça, on retrouve ça dans la fonction publique. On retrouve ça partout. Je ne sais pas ce qu'il en est de vos présidents d'université, mais c'est une règle qui marche assez bien. Bon, alors, ensuite, maintenant, dans le monde académique, qu'est-ce qui se passe ? Alors, ce qui est vrai que ce qui est le plus valorisé, c'est faire une œuvre, c'est-à-dire une sorte d'œuvre de création. Et ce qui est certain, c'est que si les femmes ont accédé au savoir, elles ont accédé au métier de professeur, c'est-à-dire à transmettre le savoir, on leur dénie toujours un peu le fait de créer le savoir. C'est Nicole Mosconi, dans une fresque sur l'histoire des femmes et des savoirs, qui dit ça, et je trouve ça vraiment intéressant. C'est-à-dire que l'idée que les femmes peuvent créer, d'ailleurs c'est vrai pour les arts, c'est vrai pour la musique, la création artistique, la création scientifique, leur est encore largement déniée. Voilà. Et donc il y a un interdit symbolique qui fait que c'est tout. Alors on renvoie ça, non plus, moins quand même à leur cerveau qui serait moins développé, ça, on en est revenu, mais au fait que toujours, malgré tout, elles sont plus du côté de la procréation que du côté de la création.
Et puis il y a un interdit tout simplement pratique, c'est qu'effectivement, le monde universitaire, créer, écrire, penser, etc., ou faire des expériences dans des laboratoires exige une très forte disponibilité sur longue période et que, encore une fois, les femmes sont moins disponibles. Elles n'ont rarement un époux dévoué à leur carrière et qui s'occupe de l'intendance, qu'elles aient ou non des enfants, encore une fois. Alors, ensuite, il y a une autre approche qui met l'accent, comme l'a fait Jacqueline Offert, sur la fabrication organisationnelle des dirigeantes, c'est-à-dire comment les organisations elles-mêmes ont des modes de fonctionnement, c'est-à-dire de recrutement, de sélection, de hiérarchisation, de stratification qui nuisent aux femmes de façon soit directe, parce qu'au recrutement, ça aujourd'hui c'est interdit par la loi et ce type de mécanisme a tendance à disparaître, soit indirecte, c'est-à-dire qu'on met en place des critères de carrière qui sont indirectement défavorables aux femmes, tels que par exemple la mobilité géographique obligatoire. Un certain nombre de femmes maîtres de conférences ne veulent pas devenir professeurs pour ne pas changer de ville et parce qu'elles sont plus contraintes que les hommes. On le voit aussi au CNRS, donc ce genre de contraintes. Donc c'est des discriminations qu'on peut appeler indirectes. Donc le monde professionnel continue à promouvoir des gens qui seraient libérés de toute attache et de toute contrainte matérielle. Alors dans les sciences, il y a un autre processus aussi qui a joué dans ces mécanismes invisibles et subtils qui discriminent les femmes. C'est ce que Margaret Rossiter, une historienne des sciences féministes, a appelé l'effet Mathilda. C'était un coup d'œil ironique à un célèbre article de Robert Merton, historien des sciences américain, qui avait montré que dans le domaine des sciences, dans le domaine académique, on observait un processus cumulatif de réputation et de réussite professionnelle. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que la réussite professionnelle se fonde par accumulation de mécanismes de réputation auprès de vos collègues. Donc, par exemple, il est extrêmement important déjà d'être dans un bon laboratoire qui a des bonnes ressources. Si vous êtes nommé moi j'ai travaillé sur les biologies, si vous êtes dans un petit laboratoire de province qui n'a aucun moyen et aucune réputation internationale, aucun réseau important, vous n'avez aucune chance de publier. Donc, l'endroit où vous cherchez, vous n'avez pas accès à des ressources financières, vous n'avez pas accès à des souris et à des chercheurs qui vous aident, et donc vous ne publiez pas aussi brillant que vous soyez. Et de fait, les études scientifiques montrent que les femmes sont moins recrutées que les hommes dans les labos les plus prestigieux en sciences, dans tous les domaines, et en particulier en sciences de la vie. Et Rossiter montrait aussi que non seulement l'effet Mathilda, c'est que non seulement on donne plus à ceux qui ont plus, mais à ceux qui ont moins, on leur enlève le peu qu'elles ont. Et alors elle montrait qu'un certain nombre de femmes ont été dépouillées de leur recherche, et quelquefois par leur directeur ou par leur charmant mari, qui était lui aussi chercheur, et donc qui leur volait les résultats. Donc je trouve cette approche intéressante, et même si dans l'enquête que j'ai faite au CNRS, on verra, il y a parfois des couples heureux où les maris soutiennent la carrière de la femme. Donc ils ne sont pas toujours néfastes, les maris. Bon. Et donc, dans les approches récentes, il y a aussi, on s'intéresse toujours aux socialisations et configurations familiales, mais on observe aussi les transgressions, c'est-à-dire on met l'accent sur qui sont celles qui percent le plafond de verre, comme on en a vu toutes les 3 ce matin, toutes les 4. Il y a quand même un certain nombre de femmes depuis longtemps qui font exploser le plafond de verre. Qui sont-elles? Quelles ressources familiales, personnelles, scientifiques, de quelles ressources ont-elles disposé pour percer ce plafond de verre? Et moi, j'ai travaillé, par exemple, effectivement, sur les femmes ces femmes-là. Et on s'aperçoit effectivement qu'elles ont en général disposé de familles particulières, non seulement d'atouts sociaux, c'est-à-dire c'est des familles favorisées, le plus souvent plus souvent que celles des hommes, de même niveau, mais aussi d'atouts plus invisibles, qui sont une éducation égalitaire, des parents quasi féministes dans leur éducation, qui les ont poussés à réussir, l'estime intellectuelle du père, etc. Ce genre de choses qui sont difficiles à voir dans des enquêtes quantitatives. Et puis, Niki Lefebvre, par exemple, parle d'utopie du genre, c'est-à-dire des configurations familiales qui permettent des expériences nouvelles de femmes, dépasser les déterminismes sociaux du genre. Alors, deuxième, dans les approches récentes aussi, on articule les questions, l'entrée par la socialisation d'un côté et l'entrée par le marché du travail et l'organisation de l'autre. Et enfin, et surtout, on a une approche plus dynamique, parce que le plafond de verre, c'était une image un peu statique,
on observe aujourd'hui le processus des carrières et on montre qu'il n'est pas linéaire et dans l'histoire, et selon les secteurs, et selon les pays. C'est ce qu'a dit Niki Lefebvre hier. Il y a des trous, il y a des bosses, il y a des flux et des reflux. Ce n'est pas un processus linéaire. Et enfin, on l'articule avec les dimensions aussi de classe sociale et d'appartenance ethnique. Bon, je vais peut-être aller un peu plus vite, sinon je ne vais pas m'en sortir. Non ? Ben, quand même, bon. Alors, je voulais vous parler des enquêtes maintenant un peu plus. Donc, vous avez une enquête que j'ai trouvée passionnante sur l'école des hautes études en sciences sociales, parce que la plupart des enquêtes sur plafond de verre ont porté sur la question des femmes scientifiques, parce que c'était là, on l'a vu ce matin, que le problème était le plus aigu, le plus évident. Il y avait très peu de femmes en sciences dures, et on le déplorait d'autant plus qu'elles sont aujourd'hui moins attractives, alors on essaie vraiment de les faire venir. Et il y a un lobby très influent à la Commission européenne, qui a permis de développer ces travaux sur les femmes scientifiques. Mais maintenant, les travaux se développent aussi sur les femmes en sciences sociales. Et l'école des hautes études en sciences sociales, qui est à Paris et qui est aussi à Toulouse, donc est un domaine où les sciences sociales où il n'y a que des sciences sociales, et on s'aperçoit que, premièrement, elles sont très peu nombreuses. Elles sont moins nombreuses qu'à l'université, c'est-à-dire aujourd'hui, elles sont par exemple 25% ou 20%, je ne sais plus, alors qu'elles sont beaucoup plus nombreuses, à l'université. Et ensuite, l'enquête de Godchaux et de Bacouche et Delphine Naudier a montré aussi que le plafond de verre était très important, c'est-à-dire qu'on compte très peu de directrices d'études. Alors, et dernier élément qui montre, qui est très intéressant, c'est pour ça qu'ils appellent le plafond à caisson, dans un article qu'ils ont réalisé, c'est-à-dire que ça dépend des périodes de recrutement de l'histoire de l'école, cette place des femmes et cette progression. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'à une époque, dans les années 80, on a eu 45% de femmes maîtres assistantes, donc on en avait plus qu'à l'université, mais c'était parce que c'était une époque où on a recruté ces maîtres assistantes. Il y a une politique de transformation du corps des chefs de travaux, qui étaient des femmes qui avaient des postes d'assistantes précaires, etc., pour les intégrer. Donc beaucoup de femmes sont arrivées par cette voie-là. Et puis quand cette politique s'est arrêtée et qu'on est arrivé à des concours très sélectifs, et de plus en plus l'école des études, qui était soi-disant un endroit où on pouvait arriver sans thèse, sans agrégation, et ben, s'est aligné est devenu très élitiste. Et là, comme par hasard, les femmes tendent à disparaître. Et ce qui est intéressant aussi, dernier résultat que je trouve vraiment important, c'est qu'ils ont regardé que les concours n'étaient pas discriminatoires. C'est-à-dire on a autant de lauréates que de candidates. Donc ce n'est pas à ce niveau-là que ça joue en amont. C'est-à-dire que les candidates, les femmes se présentent beaucoup moins comme directrices d'études. Et elles se présentent beaucoup moins, en partie parce qu'elles s'autocensurent, certes, elles attendent d'avoir un dossier magnifique pour se présenter, mais aussi parce qu'on les décourage dans les couloirs, dans les ascenseurs, dans les repas. On leur dit non, tu vois, celui-là, il est quand même mieux placé, tu te présenteras l'année prochaine, et puis encore l'année prochaine. Et ouais. Donc, moyennant quoi, elles se présentent nettement plus tardivement, et en plus, quand elles ont raté, on ne les incite pas à se représenter. Donc c'est des mécanismes extrêmement subtils. Et puis, il a travaillé sur les réseaux aussi, de relations, d'appui, de soutien qu'avaient les hommes et les femmes dans cette école. C'est très important parce que c'est un vote par cooptation de toutes les disciplines à l'école. C'est comme au Collège de France. Et il a montré que le réseau des hommes était beaucoup plus large et diversifié. C'est-à-dire que les hommes investissent l'institution très vite que celui des femmes, qui reposait surtout sur le réseau de leur directeur de thèse. Et c'est donc c'est un mentor, un réseau beaucoup moins diversifié que celui des hommes, qui ont investi l'institution par tous les côtés. Donc je trouve je trouve que c'est des nouvelles recherches, parce qu'on dit toujours les réseaux, oui, et bien là ils montrent comment ça joue de façon très précise. Alors moi j'ai fait donc une enquête rapide, je vais aller plus vite sur le CNRS, où c'est quand même un cas d'étude intéressant, parce que le CNRS j'appelle ça l'encéphalogramme plat, est la seule institution de recherche en France, et le seul domaine, parce que je travaille sur la profession supérieure en général, j'ai regardé dans le recensement les professions variées, c'est le seul domaine où il y a zéro féminisation depuis 1939, la création est zéro. C'est 30% en 1939, c'est 30% en 2015. Alors, comment expliquer? Alors après, ce chiffre recouvre évidemment des situations variées. En 1939, c'était des situations de boursières, c'est très peu développé, c'était surtout les sciences de la vie, et les hommes n'allaient pas au CNRS, ils allaient à l'université. En revanche, aujourd'hui, et depuis plusieurs années, d'ailleurs la biologie a tendance à se déféminiser au CNRS alors qu'elle se féminise fortement à l'université, c'est devenu de plus en plus sélectif, et donc ce chiffre couvre
premièrement, des histoires très différentes, et deuxièmement, évidemment, ça varie selon les disciplines fortement. Mais c'est quand même impressionnant de voir cette difficile féminisation du CNRS, qui contraste donc avec la dynamique de féminisation de toutes les autres professions. Parce que, comme Jacqueline Noffer, j'ai travaillé sur les ingénieurs et les cadres du privé, et on a une très forte féminisation, puisque dans les années 50, on avait 9% de femmes cadres, et maintenant, on en arrive en 2012 à 38%, donc et 50% dans les nouveaux recrutements de femmes cadres. Donc, c'est pas comparable avec le CNRS. Et à l'université aussi, on a quand même une féminisation, même si on l'a dit ce matin, il y a beaucoup moins de professeurs que de maîtres de conférences. Bon, alors... autre phénomène aussi important et attristant, la pénurie renforce les inégalités sexuelles. C'est-à-dire qu'au CNRS, de 2001, dans les dernières années, de 2001 à 2012, le nombre de postes a fortement baissé et la sélectivité à l'égard des femmes s'est accrue dans à peu près toutes les sections. Donc ça, c'est aussi un mécanisme qu'on retrouve. Quand on regarde l'évolution de la part des femmes chercheurs par grade, bien sûr, leur part diminue des chargés de recherche aux directeurs de classe exceptionnelle. Hein, ça passe de 30% à 8%, mais ça diminue. Mais dans les dernières années, il n'y a pas de féminisation des directeurs de classe exceptionnelle. Il y en a un peu des DR1. Donc il y a quand même une politique menée par la mission pour la place des femmes pour faire bouger les choses. Mais voilà. Alors je voudrais aller maintenant très vite, puisque j'ai plus que 5 minutes, sur les enquêtes qu'on a menées à l'INRA en biologie et au CNRS. Donc il y avait 3 volets avec un questionnaire, enfin un volet quantitatif qui examinait les carrières, un volet plus qualitatif par entretien où on a auprès des commissions spécialistes, auprès des commissions du CNRS, et puis un volet biographique. Et on avait 2 hypothèses centrales. L'histoire de la productivité des femmes, est-ce qu'elles réussissent moins bien parce qu'elles sont moins bonnes, elles publient moins? C'est ce que disaient les historiens des sciences pendant des années aux États-Unis. Ils disaient, ah ben oui, elles publient moins, c'est normal qu'elles soient... Bon. Et après, la deuxième explication, elles publient moins parce qu'elles ont des bébés. Bon. Et puis finalement, je vais revoir cette explication, bien que dans mon enquête, on ne pouvait pas voir... si elles étaient on n'avait pas au CNRS des données sur la présence d'enfants ou non, mais plein de travaux ont été faits aux États-Unis qui montraient que la productivité scientifique n'a aucun lien avec la présence ou non d'enfants. Les bébés ne se font pas au même moment que les articles, c'est pas la même logique du tout. Encore une fois, la logique d'article, c'est une logique scientifique. Vous reconnaissez? Est-ce que vous avez des collègues? Bon, bref. Donc ça ne fonctionne pas, et il y a des femmes avec enfants qui publient autant que celles qui n'en ont pas. Donc ça ne fonctionne pas. Quelles étaient donc les difficultés? En fait, on s'aperçoit que c'est plus subtil. On a toujours ce mécanisme c'est que les femmes sont moins incitées à se présenter. C'est un peu comme à l'école des hautes études, elles sont moins soutenues pour se présenter, et elles-mêmes ont tendance à attendre, et elles jouent le jeu de l'excellence scolaire béton, et elles investissent moins toutes les facettes du métier parce qu'elles n'ont moins le temps. Et en particulier les facettes, justement, entrer dans des conseils, dans toutes ces instances où on se fait voir et où on peut être repéré et où ça compte après pour la promotion DR ou la promotion prof. À dossier égal en sciences, s'il y en a un qui s'est beaucoup plus investi dans toutes les autres fonctions, il va être plus élu. Et donc il y a ce mécanisme aussi, deuxième mécanisme qui joue, c'est la prime au météore. Alors ça, on l'a vu en biologie très forte, c'est moins heureusement en sociaux, mais en biologie, c'est très fort. On valorise les parcours linéaires de gens dits brillants, magnifiques, charismatiques, formidables, etc., qui sont en général des garçons normaliens qui ont pu partir à l'étranger tant qu'ils voulaient, etc. Donc ce parcours de météore est défavorable aux femmes. Et on voit, d'ailleurs, on a regardé, il n'y a pas de différence dans le nombre de publications des femmes et des hommes, c'est pas ça qui joue. Et à l'INRA, il y avait une enquête quantitative qui montrait la même chose, que le durée de passage d'un directeur de recherche était plus élevé pour les femmes que pour les hommes, que le score de publication était exactement le même, mais qu'en revanche, très important, les hommes étaient plus souvent issus d'une grande école. On voit que les femmes sont moins souvent réussissent moins les grandes écoles. Ils ont plus passé par l'université. Et surtout, les hommes ont plus souvent été chefs d'équipe et d'unité, c'est-à-dire ils ont fait fonction de directeur ou de prof avant de l'être. Et ça, passer dans ces fonctions en biologie, par exemple, être chef d'équipe, c'est pas un truc officiel, ça se passe dans les labos, et c'est beaucoup plus des hommes que des femmes qui le sont, parce que c'est une cooptation masculine. Et par exemple, quand j'ai fait une enquête dans un des labos les plus prestigieux de biologie dans le sud de la France, il y avait 40% de femmes recrutées chargées de recherche, mais il y avait 11 équipes et 9 directeurs d'équipe masculins. Donc c'était une caricature, quoi. Et là, on devient chef d'équipe à 35 ans, quoi. C'est tout jeune, c'est juste après l'entrée.
Donc ces mécanismes-là continuent à jouer. Et si on fait des modèles de régression, c'est-à-dire où on regarde, on contrôle le diplôme, les publications, l'investissement, etc., les femmes, même là, c'est comme les salaires, toutes choses égales, on trouve encore 7% de femmes qui passent pas, qui ont moins de chances de passer DR. Et surtout, on trouve, alors moi j'avoue que là-dessus, parce qu'il y a eu une recherche aussi qui a été menée par Christiane Musselin sur les universités, dans plusieurs domaines, en biologie, en histoire et en gestion. Et on trouve un résultat qu'on arrive mal à expliquer, qu'il y a 2 modèles de carrière. Pour les hommes, un modèle du manager, c'est-à-dire qu'ils cumulent les activités de production scientifique et de direction, tandis que sur les femmes, elles mettent plus l'accent sur la production scientifique. Alors, hier, il y avait des communications qui disaient que les femmes pouvaient moins s'investir dans toutes les autres sphères, sinon elles étaient discréditées sur le plan scientifique, ou bien il est possible les activités managériales qu'elles prennent sont des activités moins rentables. Hein, par exemple, voilà. Donc, j'ai pu voir maintenant, pour l'histoire de créer ou procréer, c'est vrai que ça n'est pas ça qui joue sur la productivité scientifique, mais dans les entretiens, on s'aperçoit quand même que c'est un vrai conflit pour les femmes. Et elles ont entre leurs exigences de disponibilité, leur passion pour leur métier et les conditions matérielles d'être mère et d'avoir des enfants, c'est encore elles, même dans ce milieu-là, qui assument le plus. Et c'est plus difficile pour elles que dans le privé, parce qu'elles n'ont pas les salaires. Elles sont en général, pour la moitié d'entre elles, voire les 3/4 mariées à un autre chercheur ou un autre universitaire. Et c'est des salaires souvent qui ne permettent pas une délégation intensive de la garde, comme les couples de cadres ou d'ingénieurs. Voilà. Donc, j'ai été voir aussi du côté des échecs des hommes, parce qu'on parle toujours des femmes, on ne va pas voir du côté des hommes. Alors, premièrement, ils sont beaucoup moins nombreux. C'est-à-dire, quand j'ai voulu travailler sur les chargés de recherche qui n'étaient pas passés directeurs, on m'a dit c'est que des cas sociaux, ou des demeureux, ou des handicapés. J'ai dit, attendez, bon. Et de fait, ils sont très peu nombreux, hein, statistiquement. Et en réalité, c'était difficile de les avoir, parce qu'une femme DR du CNRS qui les interrogeait, c'était pas simple. J'ai eu beaucoup de refus, donc je suis passé par une copine qui n'était pas dans l'institution. Et ce qu'on a trouvé, c'est que c'était tous, on n'en a eu que 6, hein, c'est pas énorme, mais les 6 étaient d'origine sociale très modeste. Ils étaient enfants d'ouvriers, et ce qui est quand même assez rare au CNRS. Et donc, c'était des gens qui ont eu un peu des carrières de femmes, c'est-à-dire ils n'ont pas compris qu'il fallait se présenter vite directeur de recherche. Ils disaient, mais j'ai un métier fabuleux par mon père qui était mineur. Et donc, ils se sont aperçus trop tard, et après, c'était trop âgé, ou ils n'ont pas quitté à temps un labo qui était en train de se casser la figure, donc un peu des comportements de femmes. Et ce qui se passe, c'est qu'on disait hier, ça peut être un choix, on s'en fiche après tout de cette carrière, oui. Mais on s'aperçoit qu'ils le payent très cher, enfin, et les hommes en particulier, mais les femmes aussi, parce que au CNRS, dans certaines disciplines, notamment les sciences de la vie ou en physique, si vous n'êtes pas DR, vous ne pouvez plus avoir de doctorant, vous ne pouvez plus avoir de subvention, vous ne pouvez plus aller à l'étranger, vous n'êtes plus rien. Et moi, certains vont pleurer dans les bras en disant on va au labo, on ne peut plus travailler. Donc, c'est une dimension qu'on ne voit pas, c'est-à-dire que le problème, c'est que qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Donc, ma conclusion, c'est que il n'y a plus de barrières officielles énormes dans l'entrée des femmes à l'université. Dans leur carrière aussi, il y a quand même, je pense que ça s'est amélioré, mais il y a toujours une exclusion subtile qui sont liées à des interactions quand même plus ou moins positives avec les femmes ou avec les hommes. On a vu que les hommes étaient plus soutenus de façon discrète, une vision monolithique des parcours d'excellence, qui sont vraiment une vision très masculine, et cette vision-là occulte l'ampleur du travail des femmes, non seulement dans la famille, mais aussi dans la vie professionnelle. Beaucoup de femmes sont techniciennes de labo, doctorantes, secrétaires ou mamans du labo, ça j'ai eu cette expression plusieurs fois, ah c'est la maman du labo, ou du département, donc voilà, c'est tout ce travail des femmes dans le milieu professionnel, des femmes subordonnées qui se vouent à la carrière de leur chef masculin, et un peu moins volontiers à celle de leur chef femme, ce travail-là, et c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, il faut orienter les travaux du plafond de verre sur ce qui se passe en dessous. C'est-à-dire le plafond de verre qui interdit à toutes ces femmes de très haut niveau, qui sont ingénieures ou techniciennes, de passer au-dessus. Voilà, merci. Merci beaucoup, Catherine Marie, pour cette conférence absolument passionnante.